Je vais essayer cet après-midi de garder ça quand même assez léger pour justement pas rentrer dans un paquet de slides puis vous endormir. Je pense que c'est déjà fait. Puis, je me suis fait voler mon scoop. Habituellement, c'est moi qui fais ça, Jean-François. C'est moi, d'habitude, qui fais lever le monde pour les faire réveiller, mais lui, il l'a fait. Après ça, ça a été repris par nos collègues de l'Allumerie Bécard. Après ça, je ne vous le referai pas encore une fois. Je veux juste essayer de garder ça simple. Au-delà de ça, la chose que je voudrais vous souligner, c'est que je ne suis pas un expert TPM. Je commence tout de suite avec ça. Là. Comme le Roger vous l'a décrit, moi, j'étais une personne d'usine. J'ai passé ma vie dans les usines. Autant au niveau technique que comme gestionnaire. Puis ce que je vais partager avec vous après-midi, ce n'est pas la méthodologie officielle, c'est basé sur l'expérience d'usine, sur les sites où j'étais gestionnaire. Et on a eu des succès, on a eu des difficultés, puis c'est les leçons apprises. Cet après-midi, ça va être assez léger parce que je vais me contenter de développer une sorte de modèle, vous allez voir, qui suit. On a parlé amplement aujourd'hui de la culture. Demain, on va reprendre ça pour ceux qui vont être là en atelier où on va l'appliquer. Donc, on va faire des exercices avec ça. Qu'est-ce qu'on apprend de tout l'aspect amélioration continue, amélioration de la gestion des actifs, amélioration de la culture? Ce n'est pas de travailler plus fort, c'est de travailler mieux. Bon, je vais vous faire travailler. Pour vous réveiller, au lieu de vous faire lever, je vais vous poser des questions. Donc, je vous invite à parler, puis de vous lever quand vous parlez. C'est quoi la TPM? Je sais qu'il y a un parti à côté, mais essayez de parler plus fort qu'eux autres. J'entends pas, excuse. Total Productive Maintenance. OK. Ça veut dire quoi? J'en peux-tu y prêter un micro? Excuse, parce qu'on se fait enterrer par l'autre bord. Au niveau de la maintenance productive totale, si on parle, c'est vraiment que tout le monde fait partie de la maintenance, autant l'opération que de la maintenance elle-même. Les gens d'opération font partie de la solution, ils font partie de déterminer les problèmes de machine. C'est ceux qui l'opèrent, c'est ceux qui les connaissent, qui sont capables d'identifier les problématiques pour adresser ça à la maintenance en bonne partie. J'aime bien ça. On continue. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que c'est juste l'opération pour l'entretien, tout le monde? Non, le gestionnaire aussi. OK, continue. Qui d'autre? On va parler de la finance. Oui. C'est sûr que les autres départements, de l'approvisionnement. Oui. Quand je parle de tout le monde, Les RH. Ben oui, effectivement. C'est une chose qu'on sous-estime. Souvent, on pense TPM, total, productif, donc productive, opération, maintenant. En réalité, c'est beaucoup plus que ça si vous voulez vraiment avoir un succès. Merci. Par où qu'on commence? Quelqu'un d'autre, là. Lui, il a déjà donné sa réponse. Par où qu'on commence avec le TPM? Ceux qui ont déjà essayé, ou juste que vous imaginez. Par où on commence? On commence par le chauffeur du char. C'est qui? Le gars de production. Ce qu'on fait avec, on tape dessus jusqu'à temps qu'il change? OK, on a dit de faire nettoyer sa machine puis de faire des routes. Ceux qui ont eu l'expérience d'avoir essayé ça, puis j'en vois ici que je connais qui l'ont essayé, ça va-tu loin? Non? Ah, il faut que tous les processus se suivent. Ça se peut-tu qu'on puisse dire, ben écoute, comment l'opération puisse dire à un moment donné, nettoyez votre cours avant de nous donner des leçons? Donc, il y a comme une évolution qu'il faut avoir. On ne peut pas du jour au lendemain, demain matin. Toutes nous ici, nous commençons le TPM demain matin. C'est à peu près ça? D'accord. Merci encore. Hey, c'est facile comme présentation. Les réponses viennent tout seules. Il y a une petite vidéo, là. Je ne sais pas s'il va jouer quand je vais cliquer. Mais je ne veux pas le son, s'il vous plaît, juste la vidéo. On va vous faire regarder l'évolution, mais d'une façon différente. Est-ce que c'est moi qui clique? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça, là? Mettre des roches dans un plat? OK. Vous allez le reconnaître, c'est la même. Le monsieur, il met du sable. C'est à peu près évident.
Après ça, il met des petites roches. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand on va mettre les grosses? Ça ne rentrera pas, hein? C'est ça qui est amusant avec cette expérience-là. Hein? J'ai pensé à emmener un bassin et de le faire devant vous autres, mais ça aurait fait un peu de dégâts. Fait que j'ai pensé à la vidéo est plus propre. Ouais, ça ne rentre pas tout à fait. C'est ça qu'il faut faire, hein? Parlez plus fort. Commencez par les plus gros. OK, on va voir. Il va essayer ça, lui. Les mêmes quantités, les mêmes grosseurs, il les a juste tassés. Là, il met gros. Après ça, il va mettre les plus petits cailloux. Commencez-vous à deviner ce qui va arriver? Quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Regardez. Ah! C'est le fun, hein? Ça rentre tout. C'est fou, hein? C'est les mêmes quantités. Voilà. OK, on peut arrêter la vidéo, merci. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Le monsieur, il a dit qu'il faut brosser la production pour que ça arrive. J'ai vu qu'il y avait déjà de production ici. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut lui prêter un micro, s'il vous plaît? Ou vous allez parler très fort? Oui, 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 exactement. L'ordre dans lequel on va faire les choses est très, très, très important. On va faire toute la différence. Exactement. Puis c'est souvent l'erreur qu'on fait. On est dans l'usine, on est en urgence, puis on veut essayer de couper les arbres à la fois avec une hache. Ah, il en pousse autant en arrière, fait qu'on n'avance pas, on est toujours dans la même forêt. Il faut changer, il faut trouver une autre manière de faire. Puis la manière, c'est qu'il faut en trouver une qui est plus efficace, qui va beaucoup plus rapidement pour nous permettre de prendre de l'élan. Puis c'est ça qu'on apprend avec le Six Sigma. Le Six Sigma, là, ce qui nous permet, c'est de monter l'hélicoptère pour voir la forêt. OK? J'ai une blague que j'ai servie il y a 2 semaines, puis qui avait été très appréciée par des collègues d'opération. C'est comme avoir le monsieur tantôt qui coupe avec une hache. Puis là, il y a un vendeur qui dit, bien, écoute, tu pourrais aller plus vite, OK? Au lieu de prendre ton sciot et ta hache, que tu prennes une scie mécanique. Fait que là, le vendeur, il leur rencontre une semaine d'après et il dit, puis, c'est-tu plus productif avec une scie mécanique? Le gars, il répond, non. Ah ben, montre-moi comment tu fais. Le vendeur dit ça, montre-moi comment tu fais. Bien là, le monsieur, il prend sa scie mécanique, et ça ne va pas plus vite, là. Il faut changer la manière de faire, changer la manière de voir, faire partir la scie mécanique pour être efficace. C'est vraiment l'idée. Donc, monter l'hélicoptère, essayer de trouver les méthodes, les gros arbres, comprendre les principes, pas se garrocher d'un bord puis de l'autre. Commencer par les gros cailloux, ceux qui auront le plus de résultats. Puis, introduire très tôt les graines de la pérennité. Vous avez eu un exemple extraordinaire avec nos amis d'Alouette de 2 minutes, quand ils parlaient, 2 ans plus tard, ça continue à évoluer. C'est que quand ils ont commencé, ils ont introduit les graines de la pérennité, puis ça a continué après. J'ai vécu des expériences semblables dans des alumineries aussi. Tu retournes 2, 3, 4 ans plus tard, puis ça continue. Ça, c'est un beau succès. Bravo. En amélioration continue, comment est-ce qu'on trouve les gros cailloux? Essayez une rapport, n'importe quel. Vous avez eu avant moi, il y en a qui l'ont dit. C'est ça qui est le plus drôle. Les équipements critiques.
Mais pensez pas en gars de maintenance ou en dame de maintenance. Pensez en gens qui font de la production. Opération de maintenance. Pardon? Les pertes de temps. De temps de production, tu parles? Oui, c'est ça. C'est une très, très bonne réponse. Comment je fais à ce moment-là pour trouver les gros cailloux dans les pertes de production? OK, je ramasse les données. Ce que je fais avec, je veux trouver les gros cailloux. On les analyse. Qu'est-ce que je fais comme analyse? Et Pareto? Ben oui. Pareto, Vilfredo Pareto, moi je l'adore parce qu'il a changé ma vie. Depuis que je le connais, j'ai compris quelque chose. Avec le Six Sigma, c'est ce qu'on fait. On fait des compilations de défaillances afin d'identifier une récurrence ou un impact majeur. Ça peut se faire de différentes façons. Les cartes des mots. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça, des cartes des mots? Rashmap en anglais? Non? En fait, c'est très simple. Si vous n'avez pas une manière d'avoir de l'information sur votre procédé, où sont les pertes de production ou autres, vous mettez sur un mur, à quelque part, un diagramme de procédé avec des petites étiquettes rouges, comme ça, des petits pointeurs rouges. On demande aux gens, des fois qu'il y a une défaillance, prenez une petite étiquette et collez-la. Ce que ça fait, regardez le cercle rouge, ça m'identifie où est-ce que je suis tout rendu. Fait que je sais que c'est là qu'il faut que je travaille. Pareto, ben, c'est le 20-80. On peut le faire sur la fiabilisation, sur la disponibilité, sur la qualité, sur les coûts, sur les pertes de production, les réductions de variations, c'est la première étape avec la production. Un exemple réel d'une usine que j'ai travaillé avec. C'est un exemple concret. Faire le Pareto des pertes de production, exactement ça. D'identifier les 2 ou 3 principales pertes de production. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, j'ai identifié la perte majeure. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, mais comment? Il dit, je la corrige. Oui, d'accord. Comment? Je prends un technicien, je le mets dans son bureau, puis règle-moi les. Fais venir le fournisseur. Un Kaizen, ça peut être une option, mais qu'est-ce qu'on fait dans un Kaizen? On met du monde ensemble. Ça, c'est un bon point, mais ce n'est pas complet. Oui, et on veut avoir d'opérations, entretien, même le fournisseur. Oui, on fait une analyse de cause. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? J'ai une équipe, j'ai un paquet de monde, là. Oui, il y a 400 personnes. Pardon? Oui, mais comment j'ai fait participer? Il me faut un facilitateur. C'est ça. Mon expérience, mon vécu, c'est que, je ne sais pas si vous voyez le petit point vert ici en bas à gauche, quand on est dans le feu, là, en pratique, il y en a des pertes. Il y en a des pertes de production. Puis souvent, quand je parle aux gens de production, ils courent pour essayer de se rattraper tout le temps, mais ils ne réussissent jamais même à se rendre à le niveau nominal. Je l'ai vécu comme gars de production et d'entretien. Quand on commence à travailler avec les notions de Six Sigma, on parlait tantôt des Pareto, puis on commence à enlever les grosses pertes, tout d'un coup, on dirait qu'on commence à voir clair, on commence à respirer, puis effectivement, ce qui arrive, c'est qu'on rétablit nos niveaux de production. J'ai en tête plusieurs sites où j'ai été impliqué. On est parti des choses comme 10, 15, 20 en bas de ce qu'on voulait avoir comme niveau de production, ce qui était attendu. Puis on n'arrivait jamais à faire nos tonnages ou à faire nos ratios d'extraction. Aller que quand on a commencé systématiquement à les régler, effectivement, on commençait à être en contrôle. Ça demande de la rigueur. Donc, ce que ça amène, c'est un premier niveau de changement. Jean-François l'a mentionné à peu près 10 fois, puis nos amis de l'Ouest tantôt. Quel genre de changement que ça amène? Pardon? Oui, c'est ça, mais plus fort. Hein? Non, j'ai entendu le bon mot. La culture. C'est une autre manière de voir. Il faut changer la manière qu'on regarde la situation. Mais le plus difficile, ce n'est pas nous, c'est embarquer les gens.
Au début, ce qui est difficile, puis ça a été mentionné déjà par ceux qui étaient là avant moi, c'est que une erreur fréquente, c'est d'essayer d'appliquer. On est ici une couple de 100 personnes. Tout le monde. D'un coup. À SBET Valeur, moi, quand j'étais gestionnaire, les seules personnes qui venaient m'aider à donner de l'entraînement, c'était ceux-là qui étaient directement en dessous de moi. Si eux autres étaient engagés avec moi, eux autres allaient m'aider à engager les autres. Donc, ce qu'on trouve à ce niveau-là, souvent, ici, c'est des cadres qui vont être impliqués plutôt. Quelques employés plus embarqués, puis qui vont servir de facilitateurs, puis ils vont impliquer les employés. Donc, quand on parle d'engagement, c'est beaucoup plus les cadres qui sont engagés. Puis il faut que ça passe par là. Le contraire, quand on essaye, si vous essayez d'engager les employés tout de suite, mais que les superviseurs, par exemple, ils ne sont pas là, bien, désolé, vous n'irez pas loin. Mon vécu, mon expérience, vous n'irez pas loin. Pour toutes sortes de raisons. Le superviseur qui ne se sent pas respecté, il n'est pas là encore. Les employés, eux autres, quand vous êtes partis, à qui c'est que vous pensez qu'ils demandent quoi passer dans le monde? Tourne vers le superviseur. OK, ce qu'on comprend de ce qu'il a dit, de la belle philosophie, là, c'est quoi qu'il a dit? Qu'on fait, là? C'est le superviseur. Si le superviseur, si les techniciens, si les ingénieurs ne sont pas là, ils vont trouver que vous avez fait des beaux discours. Donc, c'est basé sur l'encadrement. Si vous voyez en bas, j'ai une autre échelle. Ici, l'organisation fait de son mieux. Puis moi, j'ai eu des fois c'est assez le fun. J'ai des organisations qui m'expliquaient comment est-ce qu'ils s'organisaient comme une équipe, dans le cas, c'était en Angleterre, de rugby, pour être capable d'être réactif sur les urgences. Il y avait des lignes de défense, puis des lignes d'offense. Je trouvais ça extrêmement amusant. Il n'y a personne qui se disait à la tête, qui se passait à la tête, « Oui, mais on ne pourrait pas essayer d'en avoir moins des bris en question ou des défaillances? » Ici, c'est l'encadrement, le premier niveau, qui est embarqué, puis ça nous permet, avec des outils d'amélioration continue, dont le Six Sigma, on parlait un petit peu plus tôt avec Alouette du 5S, donc certains éléments de 5S, de rétablir des niveaux de production, d'être en contrôle de l'entretien de la production. Puis on commence à avoir un engouement de l'opération. L'opération aime ça, être plus en contrôle, là, puis que le procédé est stable. Il adore ça d'habitude. Donc, comment on fait? Je l'ai expliqué un peu tantôt. Facilitateur, habituellement, est un cadre. Implique des employés, opérations et d'entretien. Puis comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est vraiment la notion d'amélioration, des équipes d'amélioration. Quel genre d'outils est-ce qu'on peut prendre? Il y en a plein. Moi, j'adore les Ishikawa, par exemple. OK? Donc, les arbres des causes. Et Fishbone aussi, qu'on appelle. Des SMA inverses, des AMDEC, des 5 pourquoi. Bon. On a mis les grosses roches. Là où c'est quoi qui vont être les granules? C'est quoi l'étape suivante? Là, les cadres sont embarqués, ils savent les principaux problèmes, ils vont les travailler systématiquement pour aller améliorer le procédé, réduire les variations, réduire les coûts, etc. La fiabilité améliore. Bon, c'est quoi la prochaine étape? L'engagement des employés, exactement. C'est exactement ça. Quand vous les impliquez dans les améliorations, les résolutions de problèmes du Six Sigma, il y en a qui sont là. Souvent, vous commencez par ceux qui sont les plus intéressés et intéressants. Ce que ça crée, c'est une dynamique. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui n'attendaient rien que ça. Puis là, ils commencent à comprendre comment faire avec vous autres, avec les cadres. Puis ils commencent à dire, ben, écoute, moi, je pourrais en faire aussi à mon niveau. Ils ne s'attaqueront pas aux gros problèmes du Pareto, mais tranquillement, ce qu'on voit, je l'ai vu à plusieurs reprises dans des sites, c'est que là, ils commencent à s'attaquer dans leur vie de tous les jours à des problèmes courants, puis à contaminer leur chum. Là, on va parler de, pour ceux qui sont familiers avec l'amélioration continue, c'est quoi après le Six Sigma qu'on retrouverait en impliquant des employés? C'est du Lean, exactement. Donc là, on est rendu avec le Lean. Là, c'est un autre changement de mentalité. On ne pense plus pareil. Il y a des choses qui changent, là, un peu partout. D'abord, le superviseur, il n'y a plus besoin d'être dans la chaise en avant puis de tirer. Là, il se place plus comme un coach parce que l'équipe, elle veut avancer. Fait qu'il va créer un climat et des moyens
pour qu'il y ait la participation, pour que les gens puissent là-dessus contribuer. Oups, il est un petit peu à l'avance. L'autre chose, c'est que on va commencer à voir la notion de rôle. Les gens sont intéressés. Certains veulent s'impliquer plus en planification, d'autres en fiabilité, même dans la supervision comme leader. Les gens commencent à faire de la résolution systématique de défaillance. Donc, à tous les matins, quand il arrive un problème, bien, la question qui vient automatique dans l'équipe, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que ça brille ou que ça arrive, la défaillance? Fait que là, les gros sont traités par les ingénieurs fiabilité, les techniciens, les cadres. Les plus petites, maintenant, c'est les employés. Ça commence à faire du monde. Vous avez une usine où il y a 50 employés d'entretien, là. Ça commence à faire du monde qui en règle des problèmes. La planification devient plus fluide. Ça a été mentionné quelques fois aujourd'hui, mais le vrai phénomène rendu là, avec l'implication des employés, c'est que l'employé va avoir sa semaine d'avance. Il y en a un qui l'a mentionné une fois. Il va avoir sa semaine d'avance. Les kittings sont là, toutes les pièces sont là. Fait que l'employé va aller chercher. Il sait le plan de match le lundi matin par le planificateur. Puis quand il arrive durant la journée, il sait quel travail qu'il y a à faire. Ceux qui nécessitent un arrêt d'opération qui a été organisé avec eux autres, il va chercher son travail, va chercher son kit, va faire son travail, revient, barre, c'est fait. Passe au suivant. Donc, c'est un petit peu au-delà du là qu'on entendait parler, c'est vraiment ouvert. Parce que quand on tombe dans la ligne, c'est l'ouverture de la communication, de l'information. C'est pour ça qu'on parle de tableau ligne. Tableau ligne, l'idée, ce n'est pas de faire des graphiques. L'idée, c'est de partager l'information, que tout le monde, toute l'équipe la voit, pour être contributeur. Donc, la planification devient fluide, puis il y a un feedback directement par les employés qui vont dire qu'est-ce qui marche ou pas dans la planification pour pouvoir faire des paretos encore, pour que le planificateur puisse améliorer sa planification. Le 5S est rendu à un S4 solide. On parle de mécanique de précision. La maintenance conditionnelle est à l'avant-garde. Donc, dans les sites que j'ai vus qui étaient rendus là, la maintenance conditionnelle réduit la vibration globale, par exemple, pour la vibration du site. Ils sont rendus là. Puis, ils sont à l'avant-garde. Augmenter la vie de l'équipement, par exemple. Puis là, on va parler de life cycle, si vous voulez. Là, ça fait comme... C'est pour les gens qui vivent ça, c'est pas comme un ajout, c'est comme une évolution. Si vous essayez de le rentrer demain matin dans un site qui est en feu, là, le superviseur va vous arriver avec « wow », tout ça. Quand ça évolue naturellement dans la culture, ça vient tout seul. Voici une vraie équipe. Je ne donnerai pas le détail. Voici un tableau pour la maintenance. Puis ce que ça permet, c'est là qu'on commence à dépasser le niveau de production. Dans des sites que j'ai vécus, on allait j'ai vu déjà aller au-dessus de 10 de la production nominale. Autrement dit, première étape avec la production, stabiliser le procédé. Deuxième étape, on pousse la machine. Pour ceux qui sont habitués justement à l'amélioration continue, dans ce sens-là, on va parler de réduction de variation, puis après ça, là, on est capable. On va chercher la capacité du site et même enlever des bottlenecks. OK. Là, on est rendu dans une situation où les gens d'entretien, employés comme cadre, sont tous impliqués. Les gens d'opération sont impliqués aussi, puis en demande. C'est quoi l'étape suivante? Pardon? Le maintenir, mais encore. On peut aller plus loin, hein? C'est quoi aller plus loin? L'opération peut en faire un bout aussi. Ah oui, exactement. Mais il n'y a pas juste l'opération. Je l'ai dit tantôt. Quand on embauche quelqu'un, le RH, les évaluations, les finances, quand on parle des approvisionnements, avoir des pièces, avoir une structure d'approvisionnement qui supporte la fiabilisation, la production. On est rendu dans le sable, rendu là. C'est que c'est tous. TPM, c'est de tous.
Production égale maintenance plus opération, plus ingénierie, plus RH, plus approvisionnement, etc. Ça devient le modus operandi de tout le site. On s'en va vers le zéro maintenance. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, zéro maintenance? Levez la main droite, dites-je le jeu. Ah, il y en a une coupe. Ça veut dire quoi, zéro maintenance? J'entends pas, excuse. Oui, mais aussi, on s'assure de voir qu'on comprend tellement bien les modes de défaillance qu'on s'assure de rallonger la vie de l'équipement. Le contraire de l'obsolescence programmée. Si vous avez entendu ça, les obsolescences programmées, parce qu'on prend les mêmes techniques mais à l'envers pour augmenter la vie, pour éliminer, réduire la maintenance requise. Vers le zéro perte. TPM, c'est zéro perte. OK? C'est pour ça que vous allez retrouver les OAE de ce monde. C'est les 6 pertes. C'est là que vous retrouvez ça. C'est 5S. C'est vraiment l'exemple de tout à l'heure avec les MSE à Alouette. C'est un bel exemple. Mais c'est dans tout le site. Puis un 5S, c'est solide. Ça tient tout seul. On a introduit les détrompeurs. J'ai remarqué que vous aviez introduit des détrompeurs en amont. Donc, ce n'est pas une photo qui va être garant de dire que c'est ça que ça a l'air, le 5S, quand on l'a fait. On va venir 3 semaines après, bien, c'est revenu comme avant. Ça ne marche pas. Un vrai 5S, c'est du lean, c'est vraiment, ça tient tout seul. Donc, les détrompeurs sont là en amont. Les gens ne peuvent pas se tromper. Puis, naturellement, ils vont s'en rajouter. Vous donniez des exemples, la petite zone qui va se mettre parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il va y avoir des erreurs. C'est une philosophie qui est partagée. Ce n'est pas imposé, c'est partagé. Ça devient une nouvelle manière de penser. Puis là, on s'en vient avec l'automaintenance. Une petite anecdote là-dessus. J'ai vécu les extrêmes. Avoir formé des gens d'opération en entretien, avec les gens d'entretien, puis les retourner dans les équipes d'opération en espérant que quand il y aurait des arrêts d'équipement ou des travaux à faire durant les quarts ou ailleurs, ils feraient de l'entretien. Que pensez-vous qui est arrivé? Ils sont pourtant qualifiés, ils ont eu le cas. Non, même pas des griefs, c'est plus niaiseux que ça ce qui est arrivé. Non, plus bête que ça. C'est vraiment bête ce qui est arrivé. Ils ne l'appliquaient pas. Savez-vous pourquoi? Allez, essayez une réponse. Puis je l'ai vécu plus qu'une fois, hein, plus d'un site. Pourquoi vous avez une équipe d'opérateurs et mainteneurs, il y a des opérateurs qui sont entraînés à faire de la maintenance, ils ont leur qualification, on les a entraînés pendant 1 an, ne font-ils pas la maintenance quand ils peuvent? Écoutez, y en a-t-il ici qui travaillent avec l'opération ou dans l'opération? C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Pardon? Non, ce n'est pas vraiment résistance au changement, c'est plus traite que ça. J'ai été parler avec eux, puis à un moment donné, tu t'aperçois que c'est plus niaiseux que ça, d'accord? Bien, ils sont dans l'opération. Ils font de l'opération, c'est ça. C'est niaiseux ce que je dis là, mais j'ai vécu des gens d'entretien qui étaient assignés durant les corps à travailler avec des gens d'opération, mais il y avait des tâches d'opération qu'ils pouvaient faire quand il n'y avait pas de maintenance. Devinez quoi? Ils ne faisaient plus d'entretien, ils faisaient juste du support à l'opération. C'est la vraie vie, ça, là. À quelque part, c'est parce qu'on a pris le problème à l'envers. On allait trop vite. On a eu l'exemple de la Formule 1 tantôt. Je vais revenir demain avec ça, avec une autre version, un petit peu plus élaborée, mais ça donnait quand même l'idée avec Jacques Villeneuve, puis après ça, aujourd'hui. Là. Ce qu'il faut comprendre de ça, je vais vous rallonger un petit peu l'histoire qui a été donnée ce matin. Nos collègues étaient corrects, mais il y en a un petit bout qui manquait. Ces machines-là, là, c'est le manufacturing 4.0. Ils sont ultra instrumentés à mort. La salle de contrôle est grande comme ici dedans, ou à peu près, est à n'importe où dans le monde. Il y a des techniciens qui surveillent la machine en continu. Si un senseur, par exemple, qui détecte un petit peu de pluie sur la chaussée ou que ça glisse un petit peu, il y a un des techniciens responsables des pneus qui s'aperçoit qu'il y a un problème. Là, ils décident quel pneu mettre. Avez-vous pensé qu'il y en a peut-être 10 sortes en arrière, eux autres? Comment ça se fait que quand le véhicule arrive, ils ont le bon pneu? Vous avez-vous posé la question? C'est parce que quelqu'un leur a dit, prends le pneu numéro 6. Puis
Puis les 4 gars qui ont des pneus numéro 6 vont tous prendre des pneus numéro 6, puis ils vont l'attendre. Ils ont fait des SMED, c'est plus 5 vis, c'est une vis. Donc, puis quand le chef ingénieur dit « arrête au pit », là, il n'y en a pas de discussion. Ça fait longtemps qu'ils savent là, que le seul moyen de gagner à Formule 1, c'est que tu respectes toutes les limites. Il ne fait pas rentrer pour rien, mais quand il dit rentre, le pilote n'a même pas le choix. Pas lui qui décide. C'est une autre manière de passer. La maintenance conditionnelle 4.0, ils l'ont. La discipline, ils l'ont. L'opérateur qui va conduire sa machine en faisant attention, il ne rentre pas dans le mur pour le fun. C'est ça. Ça, c'est vraiment le top du TPM. Si on donne un range de TPM de 0 à 10, ça, c'est du 10. On s'entend, là, puis il y a du 0 qui est disponible. Employés d'opération et autres impliqués, ça nous donne le TPM. Notre Formule 1 est à droite, là. On peut être TPM en étant à gauche, mais on est toujours TPM. Là, ce qu'on fait, je l'ai mentionné tantôt, on va au-delà de la production qu'on connaît. Ça, je l'ai vécu. C'est drôlement le fun. Les Japonais, savez-vous comment ils font pour savoir, quand tu visites une usine, comment ça va? Les deux critères, bien simples. Propreté. Deuxième. Le sourire d'en face des gens. Si les gens sont relax, puis un beau sourire, puis que l'usine est super propre, ils savent que c'est en contrôle. Ils savent que ça va bien. Si le monde, eux autres arrivent, puis que le monde sont de la broue dans le toupette, puis ça court d'un bord et de l'autre, vous n'avez pas gagné de points avec eux autres. Donc, je pourrais vous donner, j'en ai des exemples concrets, exemple à l'appui, telle usine, telle place, de telle année à telle année, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Au niveau de la sécurité, j'ai une citation tout de suite après ça, là. Les coûts optimisés de la maintenance, en conséquence de maximiser la production et la qualité. Ça va tout ensemble. J'aime bien cette citation-là. C'est un directeur général d'une pétrochimie en Europe qui a eu 10 millions d'heures sans accident. Faites le calcul, ça fait du monde pendant un bout de temps. Il disait, les trois sont indivisibles. Un site sécuritaire est un site fiable au coût optimal. Quand on commence à comprendre ça, puis qu'on commence à travailler ensemble pour aller chercher ça, là, on va loin. Pourquoi les réussites TPM réussissent? Pourquoi il y en a qui réussissent? Essayez de répondre. Ils ont été étape par étape. Avant de courir, ils ont appris à marcher, puis avant de marcher, ils ont appris à crawler. Ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, on le voit qu'il y a des étapes d'évolution. Pourquoi il y en a qui sont des échecs, le corollaire? Ils veulent aller trop vite, puis ça ne manque jamais le coup, puis c'en est, je ne sais pas si je dois dire déplorable ou amusant, là, mais à un moment donné, quand on en retourne, c'est toujours un constat qu'on fait. Il faut prendre en compte la culture où elle est. Où est la culture présentement? Puis là, on évolue avec. Ça a été cité ce matin, mais ça vient d'Edward Deming. Votre système est parfaitement conçu pour obtenir les résultats que vous obtenez. Fait que si vous avez des résultats que vous n'êtes pas content, dites-vous que vous avez ce qu'il faut pour avoir les résultats que vous avez. Je ne le lirai pas très vite, mais comme je disais tantôt, moi, je suis un fan de. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai basé mon expérience, mon exposé sur mon expérience. Puis, moi, je suis un fan de Thomas Edison. Thomas Edison, il disait qu'il a trouvé 999 façons qui ne marchent pas de faire un globe à incandescente. C'est positif. Il a trouvé des façons qui ne marchent pas. Ça veut dire qu'il a fait un essai, ça ne marche pas. Un essai, ça ne marche pas, mais maintenant, il n'a pas une. Fait qu'avant les LED, c'était ça qui nous éclairait principalement, hein? Incandescent. Fait que, moi, j'ai toujours pour mon dire, on a le droit à l'erreur, il faut apprendre. Donc, voici quelques-unes de mes erreurs. Je vais vous en lire une coupe. Oups, excusez-moi. Je vais en lire une coupe très rapidement. On utilise des techniques avancées lorsque l'usine est instable. La réalité, elle ne passe pas. Elles sont souvent remisées sans être mises en action. Ça, je l'ai vécu bien plus souvent que passé, même encore aujourd'hui.
Celles-ci fonctionnent bien lorsqu'elles sont au bon moment. Les différentes techniques sont excellentes au bon moment. Un autre qui est amusant, les leaders surestiment souvent le degré d'évolution de la culture. L'image de Jean-François, un peu plus tôt, Jean-François Vincent, qui montrait l'escalier. Le leader est en avant, il monte par là. Mais les gens, ils sont là. C'est la réalité. Je l'ai vécu. Nous autres, on est sur un high, on sait que ça va, on pense que ça va bien, puis on voit des exemples que ça va bien, puis que c'est rendu là. La réalité, quand on va commencer à parler aux gens 2 niveaux plus bas, 3 niveaux plus bas, puis parler un petit peu avec eux autres, des fois, on s'aperçoit qu'ils trouvent ça bien cute, là, mais ils ne sont pas là encore. Là. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire qu'il faut juste faire attention on a une tendance naturelle comme leader, vu que c'est nous autres qui veut faire avancer, de se projeter puis de penser qu'on est peut-être plus avancé qu'on est réellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut être réaliste sur ce qu'on est rendu. Pardon, encore, une dernière. Les employés d'opération et des employés en maintenance d'un coup. Engagement comme on disait tantôt, essayer de les engager d'un coup. Je pars demain matin dans un site, puis le demain matin, on va impliquer les employés. Je l'ai discuté tantôt. Ce qui est important pour la direction est souvent différent de l'employé. Puis en plus, l'employé, bien, lui, il n'est peut-être pas encore là à comprendre ce que vous voulez aller.